Salut tout le monde. On aimerait vous accueillir à notre atelier sur l'équité menstruelle pour les fournisseurs de services à la jeunesse. On vous encourage à participer et à prendre des notes sur tout ce que nous pourrions améliorer pour la prochaine fois. Et il y aura une discussion à la fin où vous pouvez partager vos commentaires. Avant de commencer, nous tenons à reconnaître le privilège que nous avons de vivre, travailler et bénéficiaire du territoire traditionnel, ancestral et non cédé sur lequel nous résidons actuellement. Et nous aimerions que chacun prenne quelques minutes pour réfléchir à ce que cette terre représente pour vous et pour réfléchir aux défis auxquels les peuples autochtones continuent de faire face, ainsi qu'aux autres oppressions coloniales persistantes à travers le monde. Et nous vous encourageons également à consulter le site web native-land.ca. Je vais le mettre dans le chat aussi. Qui vous permet d'en apprendre davantage sur les territoires sur lesquels vous vous trouvez et son histoire. Et je m'appelle Lilani et j'anime la première moitié de notre atelier aujourd'hui. Et vous me trouverez également dans le chat pendant la deuxième moitié de l'atelier. Enchantée tout le monde, moi je m'appelle Priya. Je suis présentement située sur les terres ancestrales et non cédées des peuples Mohawk et Haudenosaunee, qui sont aussi connus comme. Ici, on a finalement du beau soleil après une semaine de pluie. Trop de pluie, mais on est en avril, donc de quoi s'attendre là. Chez Free Period Canada, je suis animatrice francophone et consultante francophone aussi. Puis avec ça, je repasse la parole à Lolani, puis je vais être là pendant la deuxième moitié de la présentation. Merci, Priya. Le but principal de notre atelier aujourd'hui, c'est de discuter de l'équité menstruelle. Et ce qui rend l'équité menstruelle intéressante, c'est qu'elle est constituée d'une variété de facteurs. Donc, nous avons beaucoup à apprendre aujourd'hui. À la fin de l'atelier, nous espérons que vous comprenez la précarité menstruelle et la variété d'impact qu'elle a au Canada, le rôle de l'éducation dans la transformation et la transformation de la stigmatisation et de la honte souvent associée à la santé menstruelle, la différence entre la précarité menstruelle et la stigmatisation menstruelle, les relations, la nature réciproque qui les caractérise, la confiance nécessaire pour aborder l'équité menstruelle avec les jeunes avec lesquels vous travaillez. Et finalement, les divers facteurs influençant l'équité menstruelle, par exemple, les facteurs socio-économiques et démographiques influençant les expériences des personnes menstruées. Alors, avant ça, je vous demande de prendre quelques minutes pour remplir le sondage pré-étalier. Vous pouvez scanner le code QR ou cliquer dans le chat. Je vais le mettre le lien dans le chat. Et vos réponses nous donneront une meilleure idée de ce que vous connaissez déjà. Et une chose j'aimerais que vous savoir, c'est un représente que vous êtes en désaccord et le 5 que vous êtes en accord. Alors, je vais le mettre le sondage dans le chat. Et on va continuer avec les prochains. Alors, j'aimerais profiter de cette opportunité pour que chacun puisse s'introduire rapidement et partager un mythe commun que vous avez entendu. Alors, je peux commencer. J'ai entendu que si tu as tes règles pendant camping, en camping, tu attireras des animaux comme des ours. Alors, vous pouvez partager quelque chose que vous avez entendu à propos de ce sujet. Vous pouvez les mettre dans le chat ou utiliser votre micro, c'est ton choix. Bon, que vous ne pouvez pas nager Ah. en piscine ou dans l'océan. Mm-hmm. Merci.
Et peut-être un autre que j'ai entendu, c'est que si tu as tes règles, c'est pas possible de tomber enceinte. C'est une autre. Moi, un mythe que j'ai souvent entendu, puis c'était seulement récemment que j'ai vraiment compris que ça, c'est juste pas vrai pour tout le monde, c'est que chaque personne qui a leur menstruation, ça dure, le cycle au complet dure 28 jours pour tout le monde, qui, je viens d'apprendre, est faux, parce que chacun a leur propre cycle, puis tout le monde est unique dans cette façon-là. Mais on va toucher plus en détail sur ce mythe-là tantôt. Puis, si vous voulez aussi vous introduire, le plancher est ouvert pour ça aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues à propos de cela. Alors, merci d'avoir partagé. Et une des raisons qu'on veut animer des ateliers comme ceci, c'est pour dissiper des idées fausses et des mythes comme ce qu'on vient de partager. Alors, merci à tout le monde. On aimerait toucher sur quelques mythes, comment que vous avez possiblement entendu au sujet des menstruations, et c'est tellement important qu'on garde en compte comment ces mythes peuvent affecter certaines cultures plus que d'autres. Alors, premièrement, seulement les femmes ont leurs règles, et c'est pas vrai nécessairement. Les, pas du les femmes ont leurs règles et les personnes menstruées ne se sont pas nécessairement des femmes, et on va parler plus de celui-là bientôt. Les règles sont un problème individuel et les personnes menstruées forment la moitié de la population, et sans avoir accès aux produits menstruels et à l'éducation appropriée, des problèmes de santé sont probables. Les personnes menstruées sont sales. Dans certaines cultures et religions, les personnes menstruées sont vues comme sales ou impures pendant leurs règles. Et pendant leurs règles, elles n'ont pas le droit de cuisiner ou entrer dans les temples. Et les menstruations ne sont pas quelque chose à nettoyer ou changer, c'est naturel. L'achat des produits est privé. C'est mythe. C'est une des façons que la stigmatisation des règles continue de propager. Et il n'y a aucune raison d'avoir honte d'acheter ces produits. Et finalement, la douleur est normale. On parlera de celui-là plus tard dans notre atelier. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler d'équité menstruelle et de précarité menstruelle. Et pour s'assurer qu'on comprend bien les termes, on va commencer par quelques définitions. Et je sais que tout le monde n'est peut-être pas familier avec ces termes, ce qui est tout à fait normal. Le terme de santé menstruelle a été officiellement établi qu'en 2021, alors il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est quoi la santé menstruelle? C'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de la maladie ou d'infirmité en relation avec le cycle menstruel. Et bien que la définition a été établie en 2021, en réalité, ce n'est pas le cas pour nombreuses personnes menstruées au Canada en raison de nombreux facteurs interconnectés. Alors, c'est quoi ces facteurs? C'est la précarité menstruelle et la stigmatisation menstruelle. Il devient important. La précarité menstruelle se manifeste par le manque ou l'absence de produits menstruels ou de l'éducation en raison des difficultés financières. Et nos pensées peuvent immédiatement aller vers les serviettes et les tampons, mais cela peut également faire référence aux produits de soulagement comme les antidouleurs, Advil, les compresses chaudes, tout ça. Et la stigmatisation menstruelle est la stigmatisation associée à la menstruation, où les personnes menstruées à cause de la perception négative qui peut entraîner une perte de statut social et de privilèges. Alors, ces deux éléments se renforcent mutuellement, ce qui résulte dans le manque d'accès à l'éducation ou aux produits menstruels.
Ceci peut mener à la perpétuation d'idéologies erronées et influencer l'expérience d'une personne menstruée. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Je vais expliquer avec un exemple. Alors, il y a une étudiante, Lily, qui a demandé à son enseignant pour un tampon. Et au lieu d'aider Lily, la prof lui a dit que c'est pas quelque chose dont on devrait parler et qu'elle devrait garder ce sujet soi-même. Après l'interaction, Lily se sent embarrassée, ravasée et honteuse. Malheureusement, dans la crainte que Lily soit ridiculisée, la prochaine fois Lily a besoin d'un tampon, Lily évite de demander et décide de porter le produit pour plus longtemps que Lily le devrait. Et Lily décide de rationner ses tampons parce qu'il n'y en a que 3 ou 4 bons tampons à chaque mois. Et de plus, Lily n'est pas au courant des risques potentiels pour sa santé en raison du port prolongé d'un tampon au-delà de la durée recommandée. Et Lily est honteuse de demander plus d'informations ou d'utiliser les produits fournis par l'école car elle se souvient de l'interaction avec l'enseignant. Alors, Lily n'oublie jamais la conversation entre Lily et son prof et la honte qu'elle a ressentie. Alors, une fois adulte, elle rencontre des difficultés financières et commence à rationner ses tampons au lieu de demander de l'aide. Et Lily évite peut-être de sortir de chez elle car Lily n'a pas accès aux produits que Lily a besoin. Et même si Lily est c'est un personnage fictif, son histoire raconte la réalité de nombreuses personnes au Canada. Au Canada, 68% des personnes qui ont leurs règles ont manqué des activités scolaires ou sociales à cause de leurs règles. Et 61% ont déclaré qu'ils ont essayé de cacher leurs règles. Par conséquent, nous avons actuellement pas l'équité menstruelle au Canada. Et pour atteindre l'équité menstruelle, il faudra accès à des informations et une éducation appropriée, accès aux soins liés aux règles et pouvoir vivre dans un environnement sans stigmatisation et d'avoir la liberté de participer à toutes les sphères de vie comme elle le soutient, quand elle le souhaite. Mais une question importante, c'est pourquoi la stigmatisation existe et pourquoi les gens ont des difficultés à accéder à des produits. Alors, je pense à Lily. Imaginez si Lily avait rencontré un enseignant, une enseignante, un ami, un frère, une membre de sa famille ou quelqu'un pendant sa croissance qui l'aurait soutenu dans son apprentissage sur les règles et lui aurait donné des conseils et des suggestions au lieu de la blâmer pour avoir besoin d'un tampon. Le point de vue de Lily sur les menstruations serait probablement différent. Et une étude de recherche menée par nous a essayé de comprendre pourquoi l'inéquité menstruelle existe. Et nous avons suivi les modèles et les structures sous-jacentes et nous avons réalisé que l'injustice menstruelle existe en partie à cause de la façon dont nous voyons, comprenons et parlons de menstruation. Et la seule façon qu'on peut changer ceci est grâce à l'éducation. Et nous espérons que après l'atelier aujourd'hui, vous utiliserez vos connaissances pour enseigner ou parler des menstruations au travail si vous en avez l'occasion. Alors maintenant, je donne maintenant à Priya l'opportunité de continuer notre atelier. Bonjour tout le monde! Vous n'avez pas eu la fin de Lelani parce qu'elle va animer notre première activité de l'atelier. Tout le monde m'entend bien? Oui? Parfait. Donc, on va continuer de parler de l'importance de l'éducation dans la lutte contre l'inéquité menstruelle. Oh, désolé, mon ordinateur ne veut pas marcher. OK. Désolée. Je vais juste recommencer. Donc, alors, on a parlé de l'importance de l'éducation dans la lutte contre l'inéquité menstruelle, mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Comment est-ce qu'on va parler de santé menstruelle?
Donc, comme les 4 phases du cycle menstruel qu'on va expliquer tantôt, on a créé un guide à 4 étapes afin de rendre l'éducation de la santé menstruelle plus accessible, inclusive et amusante. Les 4 étapes qu'on touchera dans les prochaines minutes sont le langage, l'intersectionnalité, changer le discours et la gestion du cycle et des conditions et des symptômes menstruels. OK. Donc, Delaney vient de parler de stigmatisation menstruelle, puis on va aller dans un peu plus de détails. J'aimerais noter que la stigmatisation menstruelle de la menstruation présentera différemment dépendamment de la culture, pardon. Donc, tantôt, avec les mythes, on a parlé que certaines cultures vont présenter ces mythes différemment. Donc, dans la culture, moi, je suis partie indienne, donc dans partie de ma culture, c'est beaucoup plus stigmatisé de parler des menstruations, d'acheter des produits, puis vraiment tous les mythes qu'on vient de parler tantôt. Il existe de nombreux jeux de mots de les menstruations, certainement en anglais, que vous avez déjà entendu, comme Aunt Flo, On the Rag, Shark Week, des choses comme ça. Si vous avez des suggestions ou d'autres que vous avez entendues en français, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat ou dans le form à la fin de la présentation. Mais on a tous entendu des termes utilisés au sujet des règles et des menstruations au lieu d'utiliser les termes super simples comme règles et menstruation pour parler de eux. Une grosse partie d'éliminer la stigmatisation, c'est d'encourager les gens à appeler les menstruations ce qu'elles sont. Quand on utilise des termes comme malédiction ou on the rag, on continue le cycle de connotations négatives avec les règles. Un autre exemple que j'aimerais souligner, c'est en relation au terme hygiène menstruelle ou produits sanitaires. Comme on a parlé tantôt, les menstruations sont juste, elles existent, sont naturelles. Donc, il n'y a vraiment pas une raison de les appeler quelque chose ou des associer avec quelque chose qui est sale ou qu'on a besoin de purifier ou quelque chose comme ça. Puis ça, c'est souvent qu'est-ce que le mot hygiène nous donne quand on utilise ça avec les menstruations. Vous allez aussi voir pendant la présentation qu'on utilise personne menstruée ou personne avec leurs règles, personne ayant leur menstruation au lieu de femmes et filles, parce que quand on parle des menstruations, c'est pas seulement eux qui ont leur menstruation, c'est les personnes transgenres aussi, certaines ont leur menstruation aussi, personnes non-binaires, de genre non conforme et intersexes. Je vois quelque chose dans le chat. Oui. Question de Megan, pourquoi l'usage du mot sur avec un utérus, un mot inclusif? J'ai remarqué qu'on a utilisé beaucoup le mot les personnes, mais puis on a utilisé le pronom ou de toute façon le mot ce qui pour moi représente le masculin et non pas l'inclusivité ni le féminin. C'est tout. J'apprécie que tu as remarqué ça. J'ai écrit ça dans mes notes, puis on va changer ça dans la présentation. J'ai trouvé avec le français, ça devenait un peu une zone grise de qu'est-ce qui est vraiment masculin, qu'est-ce qui est inclusif. Moi, je suis pas super versée dans tous les nouveaux mots qu'on utilise. Je sais, il y a le pronom IL, mais je suis pas certaine dans un cas de comme sur, celui, etc. Mais je vais regarder ça, puis on va implémenter ça dans les prochaines présentations. OK, j'écris ça vite fait, puis on va continuer. OK, donc voici quelques exemples de qu'est-ce qu'on veut dire avec le langage. Donc, au lieu de produits d'hygiène féminine, on va utiliser juste produits menstruels. Super simple, on garde ça simple ici. Au lieu de santé des femmes, on vous encourage d'être plus spécifique dans ce que vous voulez dire. Soit vous parlez de santé menstruelle ou de santé reproductive. Et au lieu de femmes et filles, d'utiliser personnes menstruées, personnes ayant leurs règles, menstruation, etc. OK, dernier slide avant qu'on fait une activité interactive. On va continuer de parler de notre guide à 4 étapes. On est à étape 2 maintenant.
Donc, l'importance du langage va s'ajouter au concept d'intersectionnalité, qui est un terme inventé par Kimberly Crenshaw. Et les effets de la précarité menstruelle sont divers, s'aggravent et vont impacter disproportionnément certaines populations. On a mis un petit graphique à la droite du slide qui a un peu ces populations-là, donc le genre, que ce soit le genre perçu, race perçue, etc. Puis c'est-à-dire, c'est aussi les groupes marginalisés basés sur l'entrecroisement des identités sociales particulières. Par exemple, 34 des femmes canadiennes doivent régulièrement sacrifier quelque chose dans leur budget pour payer des produits menstruels. Gros astérix. On parle de 44 des femmes canadiennes parce que plusieurs, je dirais presque toutes les études au sujet d'équité menstruelle, des menstruations, etc., ont été faites sur seulement des femmes. Donc, imaginez que ce numéro est beaucoup plus gros quand tu prends pour compte tout le monde qui ont leur menstruation. Donc, plusieurs de nos statistiques sont genrées parce que c'est les statistiques qui sont, je ne veux pas dire comme in the market, mais dans l'espace de l'équité menstruelle présentement. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête que ces statistiques, le numéro est beaucoup plus grand normalement parce que on a complètement ignoré du monde dans ces statistiques-là, dans ces études-là. Au Canada, les personnes racialisées et 2S LGBTQIA+, sont plus susceptibles à vivre dans la pauvreté économique qui va s'ajouter à la précarité menstruelle. Et ouais, on va maintenant passer à une activité de budget. Gotcha! On vous fait budgéter dans notre atelier d'équité menstruelle. Donc, je vais repasser la parole à Lolani. On va faire une activité de budget. Merci, Priya. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon... Ah, merci. OK. Alors, on va faire une activité maintenant. Alors, j'espère que vous comprenez c'est quoi la précarité menstruelle et comment elle affecte les gens différemment. Et dans cette activité, on va aider Madame Martinez. Alors, Madame Martinez, elle est enseignante de 7e année dans une école secondaire à Sudbury, en Ontario, et avec son mari et leurs enfants âgés de 7 et 11, ils cherchent à établir un budget afin de mener une vie confortable en famille. Alors, j'imagine que vous êtes Madame Martinez et vous devez dépenser vos 15 jetons pour la nourriture, l'abri et les transportations. Alors, il y a 3 choix et il y a 3 catégories et vous devez dépenser vos 15 jetons entre les 3. Et parce que je vais vous donner quelques minutes pour faire ça. J'imagine que ça prend pas beaucoup de temps, mais vous pouvez lire tout et quand vous avez décidé, vous pouvez nous dire. C'est pas beaucoup de maths dans ce problème, alors j'espère que ça va aider un peu. Alors, si vous avez besoin de un peu plus de temps, vous pouvez me dire non, c'est pas nécessaire. OK. Alors, est-ce que vous pouvez partager comment vous avez dépensé vos jetons? J'ai changé d'idée plusieurs fois, mais je pense que finalement, je suis tombée sur la nourriture avec un 3 où elle doit compter sur la banque alimentaire. Comme ça,
j'ai pu garder 12 jetons pour le 6 et le 6. Donc, les deux enfants partagent une chambre et tous les membres de la famille partagent une voiture. Mais j'ai regardé d'autres options aussi avant. Ouais. Non, c'est tellement difficile de décider quand j'ai fait cette activité. J'aime la nourriture, j'aime d'essayer des autres restaurants. Alors, j'étais un peu triste, mais je comprends pourquoi vous avez choisi cela. Alors, merci. On va Je peux juste... partager aussi si tu veux. surprise. Moi, j'ai complètement ignoré qu'elle vit à Sudbury, puis j'ai décidé qu'elle, comme moi, vit à Montréal. Parce que je voulais jouer avec mes jetons de manière différente. Donc, moi, j'ai décidé de faire 5, 5 et 5 parce que j'aime bien le transport commun ici. Puis, j'ai décidé que mon bias va venir influencer toutes les décisions de Mme Martinez. Le trajet qui dure 2 heures, moi, j'ai décidé, dans mon cœur, le trajet, c'est 2 heures en total. Comme ici à Montréal, comme moi, je dois aller faire de l'épicerie. Quand moi, je m'en vais faire des errands, c'est normalement comme au moins 40 minutes, là, donc c'est ça. Puis je cuisine à la maison, donc Mme Martinez va cuisiner à la maison, elle puis son mari. Puis ça, c'était mes décisions, c'était selon moi. C'était la version priée à Mme Martinez. C'est difficile, mais... OK. OK, on va compliquer les choses. Alors, l'enfant de Mme Martinez a 12 ans et l'enfant a eu leur première menstruation. Alors, Mme Martinez doit acheter des produits menstruels pour son enfant. Alors, comment allez-vous redistribuer vos jetons? Alors, vous avez 15 jetons. Un jeton, vous devez utiliser pour acheter des produits menstruels. Alors, il y a seulement 14 maintenant. Alors, comment vous allez dépenser vos jetons? Pour seulement dépenser 14, je ne vois qu'une seule option. C'est le 3-5-5, sinon il n'y a pas assez de jetons, à moins que je calcule mal. Et j'imagine quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être faire un 3-6-5 puis choisir où on veut alloquer un des jetons. Ah On oui, peut c'est faire ça. ça. OK. Mais c'est pas beaucoup de choix, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. On peut... Ah, c'est un peu méchant. OK. Dans ce scénario, Madame Martinez a récemment été diagnostiquée avec l'endométriose et elle peut seulement travailler à temps partiel. Alors, elle gagne maintenant 14 jetons et un de ces jetons est dépensé sur les produits menstruels pour son enfant. Alors, il y a maintenant 14 jetons et comment vous allez dépenser ces jetons maintenant? Alors, il y a 14. Madame Martinez a déjà utilisé un pour son enfant. Alors, c'est maintenant, il y a 13 jetons, oui. D'accord, donc là, c'est le moment pour le 3-5-5. Et j'imagine qu'il n'y a pas un autre choix, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'espère que vous comprenez et appréciez maintenant les choix que Mme Martinez prend pour elle et sa famille.
Et c'est le but de cette activité. C'est la clé de la compréhension, comment divers facteurs socio-économiques, d'identité sociale et facteurs démographiques influencent les décisions des personnes menstruées dans la vie quotidienne. Et on espère que cette activité vous avez aidé à comprendre comment votre préjugé, comme quand j'ai fait des choix, les préjugés, les expériences s'entrecroisent avec l'accessibilité aux produits et soins menstruels. OK. Donc, on résume notre guide à 4 étapes. J'espère que vous avez adoré faire du budgeting mercredi après-midi ou mercredi soir, dépendamment de où vous êtes. Mais on va changer le sujet, puis on va parler de comment rendre des conversations des menstruations plus accessibles pour les jeunes ou pour n'importe qui aime les techniques qu'on utilise avec les jeunes puis préfère qu'on parle comme ça. Donc, une des affaires que vous pouvez faire pour rendre vos histoires plus peut-être intéressantes pour la jeunesse, c'est de partager des histoires personnelles et expériences vécues. Donc, pour les personnes menstruées, ça serait peut-être de partager vos expériences avec vos premières menstruations, avec comment vous gérez vos symptômes, qu'est-ce que vous aimez peut-être manger plus pendant vos menstruations, qu'est-ce que vous aimez faire moins. Et pour les personnes non menstruées qui n'ont pas leur menstruation, peut-être de partager des conseils à se sentir à l'aise de parler des menstruations. Donc, comment est-ce que vous avez commencé à vous sentir plus à l'aise avec ces discussions-là? Quels sont des actes que vous pouvez faire pour supporter quelqu'un qui a leur menstruation? Et comment peut-être est-ce que vous pouvez confronter vos propres... Le mot en anglais, c'est limiting beliefs, mais ou vos préjudices. On va utiliser ça pour maintenant. Au sujet des menstruations, puis comment la société vous avez peut-être un peu forcé dans un rôle de haine ou de honte, tout ça. De vraiment confronter le stigma qui vient avec avoir ces discussions qui peuvent être vraiment inconfortables, dépendamment de la personne ou du contexte. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de changer le discours puis de normaliser ces conversations-là, de plus se sentir à l'aise avec avoir ces conversations-là dans des espaces plus ouverts, comme au travail, à l'école, avec la famille, etc. Évidemment, on vous force pas de faire rien, là. Je veux juste dire ça. Mais c'est juste peut-être des petits conseils. Si vous cherchez à comment plus vous sauter dedans l'expérience de parler des menstruations plus ouvertement. Donc, les statistiques puis les citations fonctionnent bien pour sensibiliser, puis on vous en a donné quelques-uns aujourd'hui. Mais le partage d'expériences fonctionne mieux et vous aidera à mieux connecter avec les jeunes dans notre expérience. Si vous êtes à l'aise, parlez de vos expériences. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez partager une histoire comme celle de Lily. On peut, si vous aimez vraiment l'impro, vous pouvez peut-être créer une histoire de la vôtre. Et en même temps, on essaie de garder de l'espace pour les expériences qui sont différentes de les vôtres et de valider ces expériences en même temps. Parce que tout le monde va avoir une expérience unique avec les menstruations, puis avec comment leur vie a été à cause des menstruations. Puis ça va se présenter uniquement pour chaque personne. OK, on est à la dernière étape de notre guide, puis on va tout parler de gestion de symptômes menstruels, on va parler de gestion du sang, des conditions, les phases, etc. OK, donc on va commencer avec les symptômes. Donc, avant qu'on saute dedans, gros astérix pour mythe numéro 5 qu'on avait parlé tantôt. Si vous avez de la douleur sévère qui perturbe la vie quotidienne, c'est peut-être un signe que c'est quelque chose d'autre qui se passe, puis c'est pas juste des règles ou c'est pas juste une douleur commune. On sait avec les menstruations que c'est peut-être un mythe que les menstruations, ça devrait faire mal. Comme c'est partie de l'expérience, puis toutes ces choses comme ça, mais c'est vraiment plus de l'inconfort
et pas la douleur. Donc, ça serait vraiment de checker avec votre docteur. Obviously, on n'est pas des professionnels, donc faites ça avec votre information, qu'est-ce que vous faites. Donc, comme les expériences de tous vont être uniques, souvent, les symptômes menstruels vont être uniques aussi. Et on va souvent parler de la gestion de la santé menstruelle. On met l'accent vraiment sur le sang. Donc, on parle beaucoup de produits, mais on veut vraiment vous démontrer que c'est pas juste ça. Moi, j'ai beaucoup manqué l'école quand j'avais mes règles. Pas parce que je saignais, mais parce que j'avais peut-être des crampes. Je me sentais trop fatiguée, comme je voulais juste pas être à l'école, là. Puis c'était plus, moi, mes symptômes comme ça, au lieu du saignement qui m'ont vraiment empêché de faire bien à l'école pendant ces journées-là. Cependant, personnes vont peut-être aussi manquer des activités à cause du saignement. Donc, c'est vraiment... Tout le monde est différent. Tout le monde va faire leurs propres affaires, là. Puis tout le monde va gérer leurs symptômes de manière différente aussi. Par exemple, moi, j'aime vraiment les compresses chaudes. Moi, je l'ai pas proche de moi, là, mais j'ai une couverte qui heat. Puis j'ai aussi comme un tutu qui est comme heating pack. Puis ça fait super nice de comme cuddler avec un tutu au lieu de comme une bouteille d'eau, une bouteille chaude. Mais aussi, je prends des antidouleurs, là. Je laisse mes cravings go wild. Puis je me laisse comme... Je me force pas dans quelque chose, là. Puis je me donne la chance de vraiment relaxer. Puis prends ça relax, prends ça chill. Puis ouais, mais ça, c'est juste comme moi, j'aime faire ça. Et peut-être Lelani aime pas relaxer nécessairement. Moi, j'aime vraiment prendre ça là. Ça dépend de la personne. Donc, comme les symptômes, comme les expériences, comme la grosse liste de choses que j'ai dit sont uniques, les phases du cycle menstruel sont aussi uniques. Moi, mon mythe que j'avais partagé tantôt, c'est que chacun a un cycle basé sur 28 jours. Même si ça, c'est l'exemple qu'on a ici, exemple très de base, très simple, mais souvent, c'est juste pas le cas pour la majorité du monde. Donc, différentes personnes vont peut-être même avoir des différents symptômes qui vont se présenter à différents moments du cycle. Donc, par exemple, quelqu'un a des crampes aussi pendant la phase ovulatoire et pas seulement dans la phase menstruelle ou un de l'autre. Il y a plein d'exemples puis plein de différentes manières que des gens vont gérer ces symptômes aussi. Comme vous pouvez voir, les phases vont peut-être s'entrecroiser puis se overlap. Puis ça devient plus compliqué à gérer les symptômes parce que maintenant, il n'y a pas juste une phase à la fois, il y a deux phases à la fois qui va peut-être faire plus compliqué dans la manière que vous gérez vos symptômes ou, ou pas. Peut-être c'est super simple pour vous, puis ça, c'est excellent. Un autre mythe que vous avez peut-être entendu, c'est que chaque phase dure une semaine, puis ça se divise quand même super simple, mais non. Malheureusement, c'est pas vrai, puis c'est super compliqué. Mais on va pas parler de toute la science aujourd'hui. Puis, généralement, la phase folliculaire, c'est plus associé avec une hausse d'énergie. Mais comme vous pouvez voir, la phase menstruelle et folliculaire sont en même temps. Donc, je dirais que ça dépend de la personne, si vous allez être beaucoup plus une hausse d'énergie ou plus comme moi qui veut juste chiller sur le sofa puis rien faire pendant la journée. Puis ouais. Est-ce que je peux juste, c'est que je vois seulement la page 20. Je ne sais pas s'il y avait des nouveaux diapos, mais moi, je suis encore Oh my pour les God, symptômes. Ouais. désolée. Merci d'avoir mentionné quelque chose. Ouais. Si ça arrive encore, comme flaguez-moi avec un emoji ou comme allumez votre mic encore. Ça a l'air. Ouais, merci. OK. Est-ce que tu veux que je laisse une minute pour que tu peux voir ou on passe à la prochaine? OK, perf. OK. Comme tout est unique comme avant, les conditions aussi vont se présenter dans des manières qui vont peut-être être uniques à la personne. Moi, j'ai quand même été chanceuse, puis je n'ai pas de conditions menstruelles, donc mes menstruations
font quand même mal, là, mais c'est pas à cause de juste ça. Mais je suis chanceuse que ce n'est pas une condition menstruelle. Donc, on a 3 conditions ici aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de conditions. Euh, donc, si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez faire de la recherche aussi, puis regarder d'autres conditions. Mais on a vraiment choisi ces 3-là juste pour aujourd'hui. Gardez ça un peu plus simple. Oui, Megan, vas-y. C'est encore les phases du cycle. Je ne sais pas si c'est un nouveau. Ouais, merci. Mon erreur, désolée. OK. Donc, on a parlé de l'endométriose avec Madame Martinez. Puis l'endométriose survient quand les tissus similaires à ceux de l'utérus vont comme s'implanter dans d'autres places qui n'est pas l'utérus. Simplement dit, puis ça fait mal. Je garde mes explications quand même simples, là, mais ça vient aussi d'une place de j'ai pas ces conditions-là, puis j'ai pas vraiment l'expérience de personnes qui ont ces conditions-là. La dysménorrhée, c'est la douleur pendant le cycle menstruel. Donc, comme on parlait tantôt, c'est peut-être ça. Peut-être moi j'ai ça, puis je sais pas non plus. Puis ça va être la douleur qui va généralement être située dans le bas de l'abdomen où l'utérus est, le bas du dos, les cuisses, etc. Puis on a le TDPM, qui est aussi le syndrome menstruel plus sévère. Donc, ça va provoquer une irritabilité, une dépression, anxiété sévère pendant la semaine ou 2 précédant le début de vos règles. Donc, ça serait aussi la phase lutéale. Puis il y a d'autres conditions aussi, je sais pas les termes en français, mais comme PCOS, POTS, etc. OK, je m'assure de changer la diapo. Parfait. Puis dernièrement, pour conclure notre segment de gestion, on a le sang. Donc ça touche sur tous les produits, soit... Désolée, j'ai touché quelque chose sur mon ordi. OK. Tous les produits, puis qu'est-ce que ça veut dire de choisir certains produits. Quand quelqu'un choisit certains produits, ça va peut-être être pour plusieurs différentes raisons. Donc, c'est de garder en tête que les personnes vont faire différents choix pour différentes raisons. Puis ces raisons-là peuvent... Oh, je manque le mot. No. Ah, je sais pas c'est quoi en français, mais like between comme quelque chose peut-être plus petit à juste j'aime pas le produit, j'aime utiliser quelque chose d'autre, comparé à je peux pas utiliser ce produit-là ou je n'ai pas l'argent pour utiliser ce produit-là. Donc, c'est quand même important de garder en compte la sensibilité financière dans ces conversations, des produits menstruels qu'on choisit et sur les menstruations. Donc, quelques différentes raisons que quelqu'un n'achète peut-être ou n'utilise peut-être pas un produit. Ça peut être le prix, l'impact sur l'environnement, la facilité à l'utiliser, la disponibilité du produit ou un handicap. Puis, dans notre petit tableau ici, on fait la comparaison entre produits jetables versus produits réutilisables. Donc, on sait bien que les produits réutilisables sont mieux pour la planète. Par contre, sont peut-être juste pas accessibles pour plusieurs personnes. Donc, si vous n'avez pas accès à des endroits pour laver, c'est juste pas un produit pour vous, puis ça, c'est complètement correct. Juste comme le prix aussi, c'est peut-être pas accessible, comme les produits réutilisables sont plus chers. Et ouais. Donc, il y a des avantages et des désavantages pour les deux, puis ça dépend vraiment sur plusieurs différentes choses. OK, on fait une deuxième activité. On va avoir une probablement mini-discussion sur le scénario, mais moi puis Lelani, on va ajouter à la discussion. Donc, on va prendre quelques minutes pour analyser puis répondre individuellement, ou on peut répondre comme groupe. On peut faire les deux, on est quand même flexible. Puis si vous voulez, vous pouvez partager dans le chat, à l'oral,
encore une fois, complètement flexible. Donc, voici le scénario. Je lis ça, puis je me ferme pour quelques minutes pour qu'on peut vraiment réfléchir en silence. Ou je peux continuer à parler. Donc, le scénario, c'est un ami de l'université qui est devenu enseignant à l'élémentaire, partage une image dans sa story qui dit « Les femmes, oui, seulement les femmes ont leurs règles, c'est tout ». Donc, on vous encourage d'utiliser les connaissances qu'on vient de partager aujourd'hui à formuler une réponse. Puis peut-être nous juste donner un thumbs up ou écrire dans le chat quand vous avez terminé. Puis on va revenir puis on va parler un peu. Désolée, je suis fatiguée en fin de journée et c'est un nouveau vocabulaire, tout ça pour moi, donc j'essaie de mettre ça ensemble. Mais l'idée, bien sûr, à mon avis, c'est de parler de l'inclusivité des personnes menstruées qui ne s'identifient pas comme femmes. Et aussi ceux qui ont un utérus, mais qui ne s'identifient pas comme femmes. Très bonne réponse, j'aime ça. On utilise le nouveau vocabulaire. Je vais vous laisser savoir maintenant qu'on a une ressource que vous allez recevoir à la fin avec le courriel suivi, qui a un peu le recap de la présentation là, donc les termes sont là aussi. Puis vraiment, toutes les parties qu'on veut vraiment que vous vous souvenez sont dans la ressource, juste pour vous laisser savoir. Mais oui, j'aime ça. Quand on parle de femmes, on peut surtout dire comme oui, on comprend que dans la patriarchie, vous êtes oppressés, mais il y a aussi tout ce groupe de personnes qui ont aussi la menstruation, puis on peut les inviter à la conversation parce que souvent, ils sont juste pas invités, puis si on les invite pas, comment est-ce qu'eux vont avoir le support qu'eux ont besoin pour avoir leur menstruation ou pour avoir le support nécessaire pendant leur menstruation. Delaney, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à notre discussion? C'est presque le même, mais aussi parce que cet ami, cet ami est enseignant. J'encourage qu'on crée un environnement pour les élèves qui est plus inclusif et juste je essayer de partager, si possible, l'importance de créer cet environnement. Oui. Très bonne réponse. J'aime ça aussi. Il faut garder en compte qu'il y a les profs. Puis on n'a pas besoin qu'il dise à tous ces étudiantes que c'est seulement les femmes qui ont leurs règles. Parce que peut-être en Ontario, par exemple, l'éducation sexuelle n'est pas là. L'éducation menstruelle va pas être là. Donc, on n'a pas besoin que des... Man, mes mots en français ne viennent pas. Qu'elle partage des mythes à sa classe qui vont peut-être jamais être changés à l'école. Donc, c'est quand même important qu'on fasse ça. OK. On va passer à le reste de la présentation. On a 2 diapos qui nous restent, puis après ça, c'est fini. Donc, dernièrement, on va parler... Oh. OK. Dernièrement, on va parler de l'éducation de santé menstruelle. C'est pour qui? Parce que on vient de toucher que c'est pas juste les femmes qui ont leur menstruation. Il y a plein de différentes personnes d'identités différentes qui ont leurs règles. Puis c'est pas juste les femmes. Donc l'éducation, c'est-tu juste pour les femmes? Non! C'est-tu juste pour les personnes menstruées? Non! On invite tout le monde à s'éduquer sur la santé menstruelle parce que les chances que les personnes non menstruées savent quelqu'un qui ont leurs règles, je veux dire, sont proches de 100%. Comme on est quand même certaines que eux savent quelqu'un, au moins. On espère. On espère. Donc, on va aussi vous encourager de partager puis d'ouvrir ces conversations-là que vous êtes, on espère,
plus à l'aise grâce à l'atelier, d'ouvrir ces conversations-là aux personnes non menstruées aussi. Parce que dans notre expérience, sont quand même très ouvertes à apprendre de nouvelles choses, sont très plus aimants, mais faut qu'on enlève ces mythes qui ont peut-être comme gardé en tête, puis les croyances que eux sont peut-être comme qui eux ont, puis de continuer à un peu de vraiment lutter contre le stigma, une étape à la fois, puis peut-être une conversation à la fois. Donc, une raison que le slide avec le iceberg, ça se démontre vraiment comme une des raisons pourquoi on a encore l'inéquité menstruelle puis l'inaccessibilité à beaucoup de produits, c'est parce que les personnes non menstruées ont le pouvoir puis eux sont comme pas mon problème. Moi, je veux pas dealer avec ça. Mais comme on vient de dire, comme les chances sont près de 100% qu'eux connaissent quelqu'un qui a la menstruation. Puis comme on vient de dire aussi au début dans les mythes, les menstruations ne sont pas un problème individuel. C'est un problème au niveau sociétal. L'iniquité menstruelle. Donc, on peut pas juste... Nous, les personnes avec les menstruations, je parle, moi par exemple, on veut pas faire tout le travail, là. Nous, on a déjà nos menstruations. C'est à eux de faire, s'ils sont en pouvoir, de faire comme de passer peut-être des projets de loi ou de juste même avoir des produits menstruels accessibles, qui sont pas cachés ou sont pas dans des dépenseurs qui fonctionnent pas ou sont comme behind their paywall. Comme, on veut pas ça, nous. On veut des produits menstruels qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous. Like, de n'importe quel genre aussi, là. Comme, on n'a pas besoin des produits menstruels genrés non plus. Donc, bref, l'éducation santé menstruelle est pour tout le monde. Personnes menstruées et non menstruées. OK, on passe à la dernière diapo de l'atelier. Puis après ça, on a d'autres diapos. Ben, il y a une autre diapo de sondage. Donc, voici des appels à l'action. Puis ça, c'est juste des petits actes que, peut-être pas petits, mais peut-être des actes que vous pouvez soit implémenter chez vous, pour vous, pratiquer vous-même, donner ça aux jeunes comme devoir, de pratique, etc. Donc, pour les jeunes, on vous suggère de peut-être les aider à pratiquer, à se familiariser avec les termes, comme les bons termes, comme règles, menstruation, personne menstruée, etc. De parler ouvertement avec vos menstruations, puis d'encourager les jeunes à faire ça avec leur père menstrué et non menstrué. S'ils aiment vraiment, vraiment l'équité menstruelle, puis sont comme, moi, je veux faire, moi, je veux être comme Lelani, moi, je veux être comme Priya, moi, je veux travailler comme, moi, je veux faire ça comme job. Les référer aux organismes qui travaillent au sein du domaine de l'équité menstruelle. Il y en a plein dans toutes les provinces, au fédéral. Et d'encourager vos pères dans votre vie, dans la vie de vos jeunes. De parler à leur entourage, pas juste à l'école, mais aussi avec peut-être leurs membres de famille. S'il y a frère, sœur, de pas juste forcer ça sur la sœur, d'être silencieuse, de l'encourager peut-être à être plus ouverte avec ses menstruations ou d'encourager le frère qui a pas ses menstruations, d'être comme ça c'est normal, comme on peut être chill avec ça, faut pas rire, comme etc. Puis pour ceux qui vont travailler avec des jeunes, peut-être organiser des produits accessibles. Puis si ça, c'est pas nécessairement possible, peut-être demander hey, pourquoi on n'a pas des produits menstruels ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous rendre plus proches, à être un endroit plus équitable, inclusif. Puis encore une fois, pratiquer, avoir des conversations. Et si vous avez vraiment adoré notre atelier, puis vous avez adoré faire du budgeting mercredi soir, d'organiser un atelier équité menstruelle 101 à votre
organisation ou au travail, etc., on a l'atelier en anglais ou en français. C'est moi et Lelani qui font ceux en français. Puis moi puis Lelani, puis un autre membre de notre équipe qui font ceux en anglais. Puis c'est exactement la même chose dans l'autre langue. Puis ouais, merci beaucoup. Ça a été la présentation. Donc, dernièrement, on a un sondage. On donne aussi des certificats pour avoir complété l'atelier. Donc, si vous voulez un certificat, juste cochez la boîte dans le sondage qui dit est-ce que vous voulez un certificat. Puis ouais, si vous avez d'autres questions, on peut ouvrir le plancher à partager. OK. À partager vos pensées, des questions, etc. Mais ça, c'est la fin de la présentation. Merci!